Mes parents m'ont poursuivi en justice parce que j'ai refusé de céder mon nouveau pick-up à mon frère. Ils ont perdu le procès et ont dû payer mes frais de justice. Et quand mes caméras ont surpris mon frère en train de lacérer mes pneus pour se venger, j'ai laissé la police lui apprendre ce que le mot « mériter » signifie vraiment. Salut, Reddit. Toute ma vie, mes parents ont traité mon frère comme un roi et moi comme de la main-d'œuvre gratuite. Alors, j'ai tout envoyé balader. J'ai construit ma propre vie et j'ai finalement obtenu quelque chose qui était à moi. Il s'est avéré qu'il n'était pas prêt à laisser tomber. Avant que tout n'explose, voici comment tout a commencé. Je m'appelle Tyler Hay, début de la trentaine, mécanicien d'engins lourds et technicien de grue. Je passe la majeure partie de ma vie sur des chantiers au milieu de nulle part, à manœuvrer des machines qui pèsent plus lourd que des maisons et à faire des journées de travail assez longues pour oublier quel jour on est. Ma famille est à Tulsa, Mark et Lisa Hay, et mon jeune frère Blake, l'éternel favori. La dynamique est simple, je travaille, Blake reçoit. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute, mais ça n'a jamais été nécessaire. Après des années à vivre dans des valises, à manger tout ce que je pouvais réchauffer sur un comptoir en acier et à économiser presque chaque chèque que je gagnais, j'ai enfin fait quelque chose pour moi. J'ai acheté le pick-up que je projetais d'avoir depuis plus longtemps que tout ce que j'avais jamais planifié dans ma vie personnelle. Un Chevrolet Silverado RST 2022. Bleu foncé, lignes épurées, tout exactement comme je le voulais. Pas un centimètre carré de ce véhicule ne venait de quelqu'un d'autre que moi. Je suis entré chez le concessionnaire, j'ai signé les papiers et je suis reparti au volant, avec le sentiment d'avoir enfin franchi une ligne que je poursuivais depuis mes 18 ans. J'ai quand même gardé ma vieille berline déglinguée, principalement pour les semaines de travail et les jours où je ne voulais rien qui puisse toucher le Silverado. Elle cliquetait, sentait la poussière et le café renversé, et la radio ne fonctionnait que quand elle en avait envie. Mais elle démarrait toujours. Le pick-up, c'était pour moi. La vieille bagnole, c'était pour tout le reste. Quand j'ai enfin eu quelques jours de congé, j'ai mis le cap sur Tulsa avec le Silverado. Je loue un petit duplex dans le sud de la ville, assez près pour passer chez mes parents, mais assez loin pour pouvoir respirer. Je me suis garé dans leur allée en fin d'après-midi. Le soleil frappait la peinture juste comme il fallait, faisant briller ce bleu foncé. Je n'avais même pas encore coupé le moteur que la porte d'entrée s'est ouverte et Blake est sorti. Sweat à capuche, claquettes, cheveux en désordre, comme s'il venait de sortir du lit à midi tapant. Ses yeux se sont posés directement sur le pick-up, fixés, sans ciller. « Oh, punaise !» dit-il en s'approchant avec ce sourire qu'il arbore quand il veut quelque chose. « Alors, tu me laisses la prendre quand ?» Et voilà. Pas d'admiration, pas de félicitations. Juste le même ton arrogant qu'il a depuis qu'il a appris à demander des choses sans les mériter. Il a fait le tour du pick-up comme s'il menait une inspection pour laquelle il avait autorité. Je me suis appuyé contre la portière et j'ai répondu d'un ton sec et plat, « Ouais », juste après t'avoir donné mon code PIN. Il a ri comme si je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Je me suis assuré que l'énergie dans ma voix ne laissait aucune place à l'imagination. Il a continué à tourner autour de toute façon, les yeux parcourant chaque détail comme s'il planifiait des améliorations pour quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il a tendu la main vers la poignée. J'ai actionné le verrouillage avec la télécommande avant qu'il ne la touche. « Détends-toi », dit-il, l'air offensé. Je voulais juste jeter un œil à l'intérieur. Tu peux jeter un œil depuis l'endroit exact où tu te trouves. Il a cligné des yeux, confus une seconde, comme si son cerveau ne pouvait pas traiter la notion de limite. Pour lui, mes affaires n'avaient toujours été qu'un lieu de stockage temporaire jusqu'à ce qu'il se sente prêt à les réclamer. Le Silverado n'allait pas être une de ces choses. Maman est sortie sur le porche, souriant trop largement, jouant son rôle habituel de pom-pom girl pour Blake. Papa l'a suivi, les mains sur les hanches, scrutant le pick-up depuis les escaliers. Blake s'est tourné vers eux, essayant d'obtenir une sorte de soutien pour son numéro 2, grand frère partage tout. Ça a l'air cher, a dit papa. Pas impressionné. En train de juger. Ça a l'air mérité, ai-je répondu. Blake a haussé les épaules comme si c'était lui qui autorisait l'achat. Ouais, c'est cool. Tu sais, j'aurais l'air bien dedans, moi aussi. Heureusement que tu ne le sauras jamais, ai-je dit. Cela a effacé le sourire narquois de son visage pendant une demi-seconde. Puis il est repassé en mode faux rire, celui où il prétend ne pas être dérangé pour pouvoir revenir à la charge plus tard sous un autre angle. Blake n'abandonne jamais les choses, il les met de côté.
Maman est descendue des marches et m'a serré dans ses bras, parlant trop vite de combien ils avaient été occupés et que Blake ne faisait que taquiner. Papa continuait de fixer le pick-up comme s'il calculait son utilité pour quelqu'un d'autre que moi. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu chaque année où je rentrais à la maison avec de nouvelles bottes de travail ou de nouveaux outils. Tout ce que j'avais gagné par moi-même. C'était le regard qui disait, combien de temps avant que ça n'appartienne à ton frère? Blake s'est de nouveau approché de moi. Sérieusement, tu dois me laisser la conduire au moins une fois. Comme un baptême ou un truc du genre. Je lui ai lancé un demi-sourire narquois. Ouais, le jour où tu paieras une de mes factures. Il n'a pas aimé cette réponse. Il n'a rien dit non plus, ce qui m'a indiqué qu'il avait gardé ce moment en réserve pour plus tard. Alors que le soleil se couchait et qu'il continuait d'essayer de blaguer pour avoir accès au pick-up, cette pression familière s'est installée. La même pression qui venait toujours avec le fait de franchir cette porte. L'attente que je cède, comme il m'avait appris à le faire. Le même vieux poids qui attendait de se resserrer dès que Blake voudrait quelque chose. Je n'ai rien dit à ce sujet. Je n'en avais pas besoin. Mais je savais que cette visite n'allait pas rester calme très longtemps. J'ai grandi dans une maison où les règles n'étaient écrites nulle part, mais tout le monde les connaissait. Mon père, Marquet, était un ancien sous-officier de l'armée qui croyait que le volume résolvait tout. Il aboyait des ordres dans la cuisine comme s'il dirigeait des exercices sur un terrain de parade. Peu importait qu'il s'agisse des corvées, des notes ou de la façon dont vous respiriez. Si quelque chose le contrariait, il en faisait une leçon. Maman, Lisa, ne criait pas. Elle transformait la déception en arme. Elle pouvait faire en sorte que n'importe quelle situation devienne votre faute, même si vous n'étiez pas dans la pièce quand c'est arrivé. Ses phrases préférées étaient des choses comme « Tu veux voir ton père en colère » ou « Tu sais, Blake t'admire beaucoup ». Elle le disait d'une voix douce qui vous donnait l'impression d'échouer à un test invisible. Entre deux, le système était parfaitement rodé. J'ai commencé à travailler tôt parce que personne ne m'a jamais dit de ne pas le faire. À 10 ans, je tondais les pelouses du quartier. À 13 ans, j'avais une tournée de journaux que je faisais avant l'école. À 16 ans, je déplaçais des marchandises dans un entrepôt après les cours, empilant des palettes pendant que les autres jeunes empilaient des brochures universitaires. Rien de tout cela ne surprenait personne. Le travail, c'était juste ce que je faisais. Au contraire, papa me critiquait de ne pas en faire plus. Blake, pendant ce temps, n'avait rien à faire. S'il oubliait ses devoirs, maman accusait le professeur. S'il cassait quelque chose, papa blâmait l'énergie de l'enfance. S'il mentait, il blâmait son esprit créatif. Et s'il faisait une grosse bêtise, ce qui arrivait souvent, il blâmait tout ce qu'il pouvait trouver, le temps, son humeur, ses amis, moi. Une fois, il a détruit un go-kart dans le jardin, l'écrasant contre la clôture parce qu'il pensait que déraper sur de l'herbe humide était une bonne idée. Au lieu de conséquences, maman l'a emmené manger une glace pour le calmer. J'ai passé le week-end suivant à remplacer les planches de la clôture et à redresser le châssis du go-kart avec des outils que j'avais payés moi-même. Blake se pavanait en racontant à tout le monde qu'il l'avait réparé. Une autre fois, il a volé le vélo d'un gamin du quartier, l'a repeint et l'a utilisé comme si c'était le sien. Quand le voisin est venu à la porte, papa a dit que c'était un malentendu et a fait un chèque sans même me regarder. Même si Blake a essayé de me faire porter le chapeau juste devant eux, papa n'a pas bronché. Blake était l'innocent. J'étais l'aîné. Coupable d'office. L'école n'était pas différente. Si je rentrais avec un A, papa demandait pourquoi ce n'était pas un A+. Si Blake ramenait un C, il l'accrochait sur le frigo comme s'il avait gagné une bourse. Maman disait des choses comme « Blake fait tellement d'efforts », en me regardant comme si j'étais censé applaudir. Quand j'ai acheté ma première boîte à outils à 17 ans, chaque dollar gagné en empilant des palettes, papa a dit « Bien. Maintenant, tu peux aussi réparer les affaires de Blake. » Ce n'était pas une blague. L'attente était réelle. Mon travail était la propriété de la famille, et Blake comptait doublement dans cette famille. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée, je savais exactement comment les rôles fonctionnaient. Je suis parti sur les chantiers parce que rester à la maison signifiait passer ma vie à soutenir quelqu'un qui n'essayait même pas de se tenir debout. Blake est resté parce qu'il n'avait rien à faire pour survivre. Il le gardait dans du coton, protégé, loué pour le simple fait d'exister. Je n'étais pas jaloux, pas une seule fois.
Je ne comprenais tout simplement pas l'intérêt d'élever quelqu'un qui n'a jamais eu à mériter quoi que ce soit. Finalement, j'ai appris la vérité qui expliquait tout. Ils n'ont pas élevé 2 fils. Ils ont élevé un prince, Blake, et une bête de somme, moi. Mon rôle n'était pas de réussir. C'était de maintenir Blake dans son confort pendant qu'il flottait à travers la vie sans être touché. Ils ne l'ont jamais admis. Ils n'en avaient pas besoin. Cela se voyait dans chaque liste de corvées, chaque punition, chaque « Tyler, aide ton frère » et chaque « Blake ne le pensait pas ». Alors, quand Blake a regardé mon nouveau pick-up comme si son nom était gravé dans la peinture, ce n'était pas surprenant. C'était le schéma qui se répétait. La différence, maintenant, était simple. Je n'avais plus 17 ans, et je n'allais plus jamais jouer le rôle qu'on m'avait assigné. 2 jours après le début de ma visite, maman m'a envoyé un texto disant qu'elle voulait un dîner de famille tranquille pour prendre des nouvelles. Pas d'ordre du jour, pas le moindre indice de quoi que ce soit, juste un repas normal, soi-disant. Je savais à quoi m'en tenir, mais j'y suis allé quand même. Au moins, je voulais voir combien de temps il faudrait pour que la vraie raison fasse surface. Leur maison était exactement la même quand je suis arrivé. Même pelouse inégale, même lumière de Porsche qui vacillait comme si elle était en train de mourir depuis des années. J'ai garé le Silverado dans la rue plutôt que dans l'allée. Inutile de donner à Blake une autre raison de tourner autour comme un chat errant. Quand je suis entré, Blake était déjà assis à table, sweat à capuche, téléphone à la main, prétendant qu'il n'avait pas surveillé mon arrivée par la fenêtre. Il a levé les yeux avec cette expression mi-blessée, mi-suffisante qu'il maîtrisait depuis l'enfance. « Salut », dit-il, d'un ton doux et fragile, comme s'il se remettait d'une blessure que j'avais causée. Maman est apparue à côté de lui avec des assiettes, souriant trop vivement. « Nous sommes juste contents que tu sois venu, chérie. Ça fait trop longtemps. » Papa se tenait derrière elle, les bras croisés, me jaugeant au lieu de me saluer. Si je ne le connaissais pas, j'aurais cru qu'il se préparait à donner des ordres. Blake est resté silencieux, laissant le drame monter. Nous nous sommes tous assis. La conversation de politesse a duré environ 30 secondes. Ils se fichaient de savoir sur quoi j'avais travaillé ou où j'avais été affecté récemment. Ça ne les avait jamais intéressés. Ils voulaient en venir à leur point. Marc n'a pas perdu de temps. Alors, dit-il en se penchant en arrière comme un juge sur le point de rendre son verdict. Ton frère a des problèmes de transport. Sa voiture a des soucis. Tu le sais. J'ai regardé Blake. Il m'a offert un petit soupir répété. Épaules affaissées. Mode prince blessé activé. Papa a continué, tu t'en sors bien. Bon salaire, bonnes heures de travail, tu peux te le permettre. Le souffle de maman s'est coupé comme si elle s'échauffait pour son numéro de pleurs. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle est passée directement aux larmes. Blake a juste besoin de quelque chose de fiable, Tyler. Il a eu une année si difficile. Tu sais à quel point il est sensible. Blake gardait la tête baissée, les mains jointes comme s'il priait. Performance parfaite. Puis Marc l'a dit, clairement et directement, comme s'il énonçait quelque chose d'évident au lieu de demander quelque chose de fou. Donc, nous pensons qu'il est raisonnable que tu le laisses prendre le pick-up. Pas de préparation, pas de demande, juste le décret. Je n'ai pas cligné des yeux. Non. Maman a eu un hoquet comme si j'avais frappé la table. La tête de Blake s'est relevée d'un coup. Papa s'est raidi. J'ai posé ma fourchette. Je l'ai payé. Je le garde. Simple. Final. Maman s'est essuyé les yeux. Chérie, s'il te plaît. On parle de la famille. Blake a besoin d'un coup de pouce. Blake a hoché la tête, ajoutant d'un murmure doux, ce n'est pas pour toujours. Juste le temps que je mette de l'ordre dans mes affaires. J'ai secoué la tête. Non, ce pick-up est à moi. Le visage de papa s'est crispé. Il a adopté la voix qu'il utilisait quand il pensait que le respect était automatique. Ne sois pas égoïste, Tyler. Ton frère a besoin d'aide. Tu n'as pas besoin de ce truc en ce moment. Pas comme lui. Il y a une différence entre avoir besoin d'un moyen de transport, ai-je dit, et avoir besoin de la propriété de quelqu'un d'autre. Maman a reniflé plus fort. Blake s'est agité sur sa chaise comme s'il essayait de paraître aussi fragile que possible. Papa s'est penché en avant, la voix basse mais tranchante.
Tu te crois au-dessus de cette famille maintenant? Tu penses que parce que tu as un salaire, tu peux nous parler de haut? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, mais je ne vais pas céder un pick-up que j'ai mérité parce que vous deux êtes incapables de dire non à Blake. La mâchoire de papa s'est serrée. C'est ton frère, non? Pas ma personne à charge. Maman a tendu la main sur la table comme si elle pouvait attraper la décision dans les airs. Tyler, s'il te plaît, pour une fois, fais ce qu'il faut. Il n'y a rien de juste à lui donner mon pick-up, ai-je dit. Fin de l'histoire. Papa a essayé un autre angle. Son ton habituel d'autorité paternelle. Fais attention à comment tu parles dans cette maison. Tu oublies ta place. Je lui ai lancé un petit sourire froid. Ma place est derrière mon propre volant. Le visage de Blake s'est tordu. Il n'était pas habitué à ce que je mette fin aux choses sans négociation. Il a marmonné, tu te crois toujours meilleur que moi. Non, ai-je dit. Je pense que je travaille plus dur que toi. Grosse différence. Papa a repoussé sa chaise, tapotant ses doigts comme s'il décidait s'il devait crier ou sermonner. Maman respirait déjà par hoquet. Blake a murmuré quelque chose sur le fait de ne pas être soutenu. Maman l'a répété plus fort, le présentant comme une preuve. Je me suis levé. Le dîner est terminé pour moi. Maman a attrapé sa serviette comme si elle se préparait pour un enterrement. Papa a tenté un dernier coup. Tu vas regretter cette attitude. Je me suis dirigé vers la porte. Je regrette d'être venu jusqu'ici. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Quand je suis rentré à mon duplex dans le sud de Tulsa, la première chose que j'ai faite a été de me garer dans l'allée, de couper le contact et de sortir les boîtes que j'avais commandées quelque temps auparavant. Des caméras pour l'allée et la porte que j'avais l'intention d'installer mais que je n'avais jamais pris la peine de le faire. Cette nuit-là, je les ai montées toutes les deux. Rapide, précis, sans hésitation. Je ne l'ai pas fait par peur. Je l'ai fait parce que je connaissais le schéma. Quand Blake n'obtenait pas ce qu'il voulait, il ne lâchait pas l'affaire, et mes parents non plus. 2 jours après le dîner, j'ai reçu un texto de ma cousine Riley me demandant si je venais au dîner d'anniversaire de grand-mère chez ma tante. Riley n'était pas du genre à semer la zizanie, alors j'ai pris ça au pied de la lettre. Personne de ma famille proche ne l'avait mentionné, mais ce n'était pas inhabituel. Il délivrait généralement les informations de manière sélective. Je suis arrivé pile à l'heure. L'allée était pleine. Des voitures garées le long du trottoir, les lumières du porche allumées, des voix à l'intérieur. Ça ressemblait à une vraie réunion. J'ai pris une tarte achetée en magasin sur le siège passager et je suis entré. À la seconde où j'ai mis les pieds à l'intérieur, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le salon n'était pas décoré pour un anniversaire. Pas de gâteau, pas de décoration, pas de cadeaux, juste des chaises disposées en un large cercle. Tante, oncle, cousin, tout le monde assis, raide, les yeux déjà fixés sur moi. Grand-mère n'était pas là. Tante Denise s'est éclaircie la gorge. Ta grand-mère ne se sentait pas de venir ce soir. Bien sûr que non. Puis j'ai vu Marc et Lisa debout près du mur du fond, comme les animateurs d'un talk show, et Blake affalé dans un fauteuil sur le côté, les mains jointes de manière dramatique, l'air d'avoir été blessé dans un événement tragique. Ce n'était pas un dîner d'anniversaire. C'était une embuscade. J'ai balayé la pièce du regard. Chaque siège était occupé, tout le monde regardait. La mise en scène était évidente, une intervention, sauf que personne dans la pièce ne pouvait définir ce que j'étais censé avoir fait de mal. Mes parents devaient leur avoir raconté quelque chose d'assez dramatique pour les faire tous venir ici. Maman s'est avancée, la voix douce et tremblante. Tyler, nous sommes juste ici pour parler en famille. Papa a suivi avec un signe de tête sévère, comme si c'était un tribunal et qu'il était le juge. Tout le monde est préoccupé par la situation. J'ai regardé Blake, qui fixait le sol comme la star d'une tragédie télévisée. Il n'a même pas levé les yeux pour rendre la scène plus crédible. C'était nouveau. D'habitude, il adorait l'attention. J'ai pris une lente inspiration. D'accord, ai-je dit. Allons-y, tante Denise a commencé, d'un ton répété. Nous pensons que tes parents essaient juste de vous soutenir tous les deux. Ils s'inquiètent que tu sois inutilement dur. Oncle Pat a renchéri, ton frère traverse une période difficile. Il a besoin de stabilité. Un cousin a ajouté, il veut juste une chance équitable.
Chaque personne parlait comme si elle avait répété ces lignes. Même phrase, même ton, même direction. Me blâmer. Excusez Blake. Mark a finalement pris la position centrale. Ton frère a besoin d'un moyen de transport fiable pour remettre sa vie sur les rails. Tu es financièrement stable. Tu peux te permettre de partager. Maman a hoché la tête, retenant ses larmes. Nous pensions que tu comprendrais si tu l'entendais de la part de la famille, pas seulement de nous. Blake a enfin levé les yeux, ajoutant d'une voix basse et parfaitement calibrée, « Je n'essaie pas de profiter de toi, T. J'ai juste besoin d'aide. » Il l'a dit comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Comme si le pick-up lui appartenait par magie, à moins que je ne le défende. J'ai de nouveau balayé la pièce du regard, les visages pleins d'attente. Ils attendaient que je cède devant un public. C'était tout l'intérêt. La pression de toutes les directions. Au lieu de cela, je me suis redressé et j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende, « Si vous êtes tous ici pour supplier pour mon pick-up, mettez-vous en ligne derrière Blake. » La réponse est toujours non. Silence. Quelques parents ont détourné le regard rapidement, comme s'ils venaient de réaliser à quel point la situation était ridicule. Riley a caché un rire derrière sa main. Oncle Pat a marmonné quelque chose dans le col de sa chemise. Le visage de maman s'est décomposé. La posture de papa s'est raidie. Blake a carrément sursauté. Un petit spasme. Il a essayé de le cacher. J'ai continué. Vous avez traîné la moitié de la famille ici pour me culpabiliser de donner quelque chose que j'ai acheté. Si vous voulez aider Blake, allez-y, achetez-lui un ticket de bus, un vélo, une autre voiture. Mais mon pick-up n'est pas sur la table. Tante Denise a tenté de sauver la situation. Nous essayons juste de maintenir la paix. Alors arrêtez d'organiser des interventions pour un adulte qui refuse de travailler, ai-je dit. Cela a fait basculer quelques personnes. Mon oncle Ray s'est levé en s'éclaircissant la gorge. Eh bien, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. La cousine Méline a suivi. Ouais, je ne savais pas qu'il s'agissait de prendre ton pick-up. Ce n'est pas comme ça que ta mère l'a expliqué. Quelques autres ont hoché la tête en murmurant. Maman a essayé de les ramener. Ils déforment tout. Je l'ai coupé. Pas de déformation. Vous avez menti pour me faire venir ici. Vous avez utilisé grand-mère comme excuse. J'ai de nouveau regardé autour de la pièce. Et vous avez fait perdre leur temps à tout le monde. La mâchoire de papa s'est contractée si fort que le muscle a tressailli sur le côté. On parle de responsabilité familiale. Je me suis dirigé vers la porte. La responsabilité ne signifie pas abandonner ma propriété parce que Blake ne peut pas gérer le fait d'être un adulte. C'était tout. Personne n'a tenté un autre discours. Personne n'a bloqué la sortie. Je suis sorti, je suis monté dans la vieille berline que j'avais conduite pour venir, et j'ai quitté la maison sans regarder en arrière. 1 heure plus tard, alors que j'étais de retour à mon duplex, Riley m'a envoyé un texto. Juste pour que tu saches, tes parents ont tout planifié avec Blake. Ils avaient des points de discussion écrits. Un deuxième message est arrivé juste après. La plupart d'entre nous ne savaient pas de quoi il s'agissait vraiment. Ils ont dit que tu agissais de manière instable. Mensonge total. Je les ai remerciés et j'ai posé mon téléphone. L'embuscade ne m'avait pas convaincu de céder quoi que ce soit. Elle n'avait fait que confirmer ce que je savais déjà. Si Blake voulait quelque chose, mes parents transformeraient toute la famille en outil pour l'obtenir, et ils essaieraient à peine de le cacher. L'assignation en justice est arrivée un jeudi matin, déposée dans ma boîte aux lettres comme une mauvaise blague. Une épaisse liasse, les noms de mes parents en haut, et une liste de réclamations qui semblait avoir été écrite par quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non de sa vie. Il disait qu'il y avait un accord familial. Il disait que le pick-up était destiné à Blake. Il disait que je retenais une propriété promise à mon jeune frère. Rien de subtil, rien d'ancré dans la réalité, juste une version réécrite des événements où j'existais purement comme le garde-meuble de Blake. J'ai parcouru les pages, suis allé aux signatures, et j'ai vu que Mark et Lisa avaient tous les deux signé comme si c'était un noble acte de devoir. Le nom de Blake ne figurait nulle part. Il n'était pas assez stupide pour apposer sa propre signature sur un mensonge. Il les laissait faire le gros du travail pendant qu'il se cachait derrière son habituel rôle de victime. Je n'ai pas pris la peine d'être choqué. Je n'ai pas pris la peine d'être en colère. Ils avaient essayé la culpabilité.
Ils avaient essayé une embuscade. Et maintenant, ils tentaient une attaque juridique. Ils ne faisaient qu'élever le niveau de la même demande. J'ai appelé Carter Nguyen, un avocat que l'un de mes collègues m'avait chaudement recommandé. Le type avait la mi-trentaine, une voix vive, un regard encore plus vif. Après avoir entendu l'histoire, sa première phrase fut « Ils sont complètement fous, mais la paperasse rend les idiots audacieux. Envoyez-moi tout. » Alors, je l'ai fait. Carter a déposé une réponse et la communication des pièces a commencé. Au cours des semaines suivantes, les échanges se sont intensifiés. C'est là que les choses sont devenues divertissantes. Mes parents n'avaient aucune preuve de quoi que ce soit. Pas un seul texto, pas un seul email, pas un seul message montrant un quelconque accord, parce qu'il n'y en avait pas. Tout leur dossier reposait sur des « attentes comprises », ce qui n'est pas un argument juridique. C'est une excuse de famille. Carter m'a dit, ils pêchent quelque chose qui n'existe pas, laissez-les gaspiller leur énergie. Pendant ce temps, la fuite via ma cousine a commencé. Riley m'a envoyé un dossier de capture d'écran de la conversation de groupe que mes parents et Blake avaient utilisé pour orchestrer l'embuscade. Ils avaient rédigé des points de discussion, listé quels parents devaient dire quoi, et même répété des phrases de sympathie pour Blake. Les messages étaient horodatés, clairs et embarrassants. Puis Riley a transféré les messages que Blake avait envoyés en privé à quelques cousins. Je mets une option sur le pick-up de Tyler. Il va céder. Maman et papa vont lui faire ce qu'il faut. Il a de l'argent. Il n'en a pas besoin. Preuve tangible de son sentiment de droit. Preuve tangible de la planification. Preuve tangible que le procès ne portait pas sur l'équité. Il s'agissait de Blake qui avait décidé qu'il méritait quelque chose. Carter l'a ajouté au dossier de communication des pièces avec un sourire qui disait « C'est déjà plié ». Quelques semaines plus tard, après la planification et l'échange de documents, la déposition a commencé. Blake est passé en premier. Il est arrivé habillé comme s'il auditionnait pour une publicité sur les difficultés de la vie. Pull trop grand, cheveux en désordre, des cernes qu'il s'était probablement dessinées lui-même. Il s'est assis, a soupiré de manière dramatique et a commencé chaque réponse par « J'essaie de faire de mon mieux » ou « Ça a été si dur pour moi ». Quand Carter lui a demandé quelle preuve il avait de ce soi-disant « accord familial », Blake a cligné des yeux fortement comme s'il se préparait à pleurer. « Ce n'était pas écrit », a-t-il murmuré. C'était émotionnel. Nous le savions tous, c'est tout. Carter n'a pas réagi. Donc, vous n'avez aucune documentation ? Blake a laissé une larme couler. Tyler a toujours été le plus fort. Je suis le sensible. Maman et papa ont dit qu'ils rendraient les choses justes pour moi. Il le sait. J'étais assis de l'autre côté de la table, observant la performance comme une mauvaise pièce de théâtre. Les larmes coulaient, mais aucune n'atteignait sa chemise. Sa respiration était arythmique, fausse, répétée, prévisible. Carter a fait glisser une capture d'écran imprimée sur la table. « C'est votre message ?» Blake a regardé. Les mots étaient sans équivoque. « Je mets une option sur le pick-up de Tyler. » Blake s'est figé, puis a balbutié, « C'était une blague. » « Compris, » a dit Carter. « Et celui-ci » Il a fait glisser le suivant. « Maman et papa vont lui faire ce qu'il faut. » Blake a essuyé une larme qui n'existait pas, le contexte est important. Carter ne l'a pas laissé finir. « Et celui-ci, il va céder. » Même le sténographe judiciaire a arrêté de taper pendant une demi-seconde. Le numéro de Blake s'est fissuré. Les larmes se sont arrêtées. Sa mâchoire s'est crispée. C'était le vrai Blake. Arrogant et acculé. Ensuite, ce fut le tour des dépositions de mes parents. Mark a d'abord essayé l'autorité, parlant comme s'il donnait un discours de motivation. Il a invoqué les principes familiaux, les règles non écrites et l'obligation de Tyler en tant que fils aîné. Carter l'a laissé parler jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle, puis a demandé « Avez-vous une preuve écrite de cet accord présumé ?» Mark s'est raidi. Ce n'était pas écrit. C'était compris. Carter a hoché la tête lentement. Compris par qui ? Le silence de Mark a parfaitement répondu. Maman a essayé les larmes et la culpabilité. Elle a insisté sur le fait que Blake avait besoin d'un nouveau départ et que le pick-up représentait l'équilibre dans la famille. Elle n'arrêtait pas de me regarder comme si je les trahissais en restant assis là.
Carter a posé une simple question, est-ce que vous ou votre mari avez déjà donné de l'argent, des prêts ou fait des promesses à Tyler concernant ce pick-up? Non, a-t-elle murmuré. Et est-ce que Tyler vous a déjà dit qu'il prévoyait de donner le pick-up à Blake? Non, a-t-elle murmuré à nouveau. Au moment de ma déposition, leur affaire s'était déjà effondrée. J'ai répondu aux questions de Carter simplement. Quand j'ai acheté le pick-up, comment je l'ai payé, pourquoi j'avais une deuxième voiture, et ce que mes parents avaient exigé. Pas de théâtralité, pas d'émotion, pas de discours, juste des faits. Quand ce fut terminé, Carter a rassemblé les dossiers, m'a regardé et a dit, ils n'ont rien, et maintenant nous avons tout. Il avait raison. Leur procès n'était pas une affaire juridique. C'était un caprice avec de la paperasse, et ça n'allait pas sauver Blake de la seule chose à laquelle il n'avait jamais été confronté de sa vie, les conséquences. Quelques semaines après les dépositions, le tribunal était plus bondé que nécessaire. Mark et Lisa étaient assis d'un côté, le dos raide et l'air soigné, comme s'ils posaient pour une photo d'annuaire d'église. Blake était assis entre eux dans la même posture impuissante qu'il avait adoptée lors de l'embuscade. Épaules affaissées, mains jointes, lèvres pincées dans une moue permanente. Il ressemblait à un enfant attendant une sucette, pas à un adulte devant un juge. J'étais assis avec Carter Nguyen, calme, prêt et ennuyé. Lorsque l'affaire a été appelée, Blake s'est lancé directement dans sa performance. Il a parlé de son année difficile, de sa tension mentale, de son besoin de stabilité et de la façon dont le pick-up représentait le soutien familial. Il a débité des phrases qu'il avait répétées, avec de longues pauses comme s'il voulait que la salle d'audience admire l'espacement émotionnel. Mes parents l'ont soutenu avec des yeux écarquillés et des tons innocents. Lisa se tamponnait les paupières toutes les quelques minutes, les larmes à peine visibles. Mark a essayé de jouer le père raisonnable, parlant des attentes familiales et des promesses comprises entre frères. Il ne m'a pas regardé une seule fois, même pas lorsqu'il a expliqué mon devoir de fils aîné. Carter a pris son tour et a tout démonté pièce par pièce. Pas d'accord, pas de documentation, pas de message montrant un quelconque plan pour donner un pick-up à Blake. Puis il a présenté les captures d'écran, la conversation de groupe planifiant l'embuscade, les déclarations de mise d'option, la stratégie de manipulation par la culpabilité. Le juge a lu chaque page lentement, comme s'il attendait que quelqu'un lui donne une raison de ne pas rire. Blake a essayé d'interrompre 2 fois. Les 2 fois, le juge l'a fait taire. Quand ce fut terminé, le juge s'est penché en arrière et a laissé le silence s'étirer. Puis il a rendu sa décision en phrases claires et nettes. Affaire classée avec préjudice. Les plaignants couvrent mes frais et honoraires d'avocat. Aucune preuve d'un quelconque accord. Le visage de Blake s'est effondré. Lisa a eu un hoquet. La mâchoire de Mark a tressailli comme s'il mâchait des clous. J'ai remercié le juge, serré la main de Carter et suis sorti de la salle d'audience en me sentant exactement comme je m'y attendais, stable, pas triomphant. L'issue n'avait jamais fait de doute. Je suis retourné à mon duplex, garant le Silverado à sa place habituelle. J'ai à peine eu le temps de fermer la portière que j'ai entendu des pas derrière moi. Mark. Il a traversé l'allée avec la démarche rectiligne qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à aboyer des ordres. Pas de bonjour, pas de préambule. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi, les yeux fixés sur les clés dans ma main. « Tu crois que c'est fini ?» a-t-il demandé, la voix basse et tremblante. Ce juge n'a rien arrangé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Il s'est approché, tendant la main vers ma poche comme s'il pouvait simplement prendre les clés de la même manière qu'un parent arrache un jouet à un bambin. Ses doigts ont effleuré le bord de mon jean. J'ai attrapé son poignet avant qu'il ne puisse refermer sa main. Essaie encore une fois et tu n'aimeras pas ce qui va suivre. Ses yeux se sont levés, confus une demi-seconde. Puis il a retiré sa main vivement, comme s'il avait touché un fil électrique. Il m'a fixé, la réalisation s'installant. Quelle que soit la version de moi qu'il pensait pouvoir intimider, elle n'existait plus. Lisa a appelé son nom depuis la rue, la voix tremblante mais essayant de paraître outrée. Blake était sur le siège passager de leur voiture, observant derrière la vitre comme un enfant espionnant à travers les rideaux. Mark a soutenu mon regard une seconde de plus, puis a reculé. « Tu es une déception », a-t-il dit. « Mettez-vous à la suite », ai-je répondu. Il est parti en secouant la tête comme s'il avait été lésé. Ils se sont éloignés en voiture, Blake se tordant le cou pour jeter un dernier regard au pick-up. J'ai mis les clés dans ma poche et je suis rentré. 3 jours plus tard,
je faisais une vérification de routine sur le Silverado. Rien d'inhabituel, juste une habitude. En m'accroupissant sous l'avant, j'ai remarqué quelque chose de déplacé. Le câble du capteur de vitesse de roue dans le faisceau avant avait été coupé net. Pas effiloché, pas usé. Quelqu'un savait exactement quoi trancher pour me laisser en panne plus tard. Cela n'aurait pas tué le pick-up instantanément, mais cela m'aurait laissé bloqué dans un endroit peu pratique. Peut-être sur l'autoroute. Peut-être sur un chantier à des heures de la ville. Certainement pas un accident. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas fulminé. J'ai juste sorti mon téléphone et pris des photos sous tous les angles. Puis j'ai récupéré les enregistrements des caméras que j'avais installées, rejoignant les dernières nuits image par image. Blake n'est jamais apparu sur les enregistrements. Mes parents non plus. Quiconque l'a fait est passé par le chemin étroit le long de la clôture, le seul angle que ma première installation ne couvrait pas. J'avais l'allée principale et l'approche par la ruelle, mais pas ce passage près des poubelles. Alors, j'ai corrigé ça. J'ai passé la soirée à refaire toute l'installation. Nouveau support, angle plus élevé, couverture supplémentaire sur toute l'allée et les deux côtés du duplex. Pas d'espace, pas d'angle mort, aucun moyen de s'approcher du pick-up sans apparaître sur un objectif. Quand j'ai eu fini, je me suis essuyé les mains, j'ai verrouillé les portes et je me suis assis sur le canapé. J'attendais, car le schéma était évident. Quand Blake n'obtenait pas ce qu'il voulait, il passait à la vitesse supérieure. Quand mes parents n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, ils poussaient plus fort, et rien dans la semaine passée ne suggérait qu'ils en avaient fini. Le matin où c'est arrivé, l'air était assez froid pour embuer mon souffle dès que je mettais un pied dehors. J'ai verrouillé la porte d'entrée. Café dans une main, sac de travail dans l'autre. Même routine, même heure, même allée tranquille du duplex. Puis j'ai vu le Silverado. Les 4 pneus étaient à plat, collés aux jantes. Pas dégonflés, lacérés, des coupures droites et délibérées. Celui qui a fait ça a utilisé une lame bien aiguisée et de l'assurance. Je ne me suis pas approché tout de suite. Je suis resté immobile, observant les angles des coupures, la façon dont le caoutchouc se décollait vers l'extérieur. Pas besoin de deviner. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. C'était un message. Je me suis retourné, suis rentré, j'ai posé le café et j'ai affiché le flux des caméras améliorées. J'ai avancé rapidement dans la nuit jusqu'à ce que la détection de mouvement se déclenche. Il était là, Blake. Clair comme le jour, capuche baissée, visage découvert. Il est arrivé par le chemin latéral que je venais de couvrir, est entré dans l'allée avec un couteau dans la main droite, s'est accroupi et a lacéré le pneu avant d'un mouvement rapide. Aucune hésitation. Puis le suivant, puis le suivant. Il a changé de main une fois, a essuyé la lame sur sa manche et a continué. Il ne se pressait pas. Il ne se cachait pas. Il ne vérifiait même pas les environs. Il l'a fait comme s'il croyait que le monde lui appartenait, et que j'étais toujours dans le rôle pour lequel il m'avait élevé. Il a terminé, a regardé le pick-up comme s'il avait accompli quelque chose de significatif, et est parti sans se retourner. J'ai sauvegardé la vidéo, puis je l'ai sauvegardée à nouveau sur un disque dur externe, puis j'en ai envoyé une copie à moi-même par email. 3 versions, aucune chance de suppression accidentelle. J'ai pris les clés de ma vieille berline, j'ai reculé et je suis allé directement au poste de police. À l'intérieur, j'ai expliqué la situation à l'officier de service. Il a demandé des preuves. Je lui ai donné la clé USB. Il a cliqué sur lecture. Blake est apparu à l'écran, lacérant pneu après pneu avec l'enthousiasme de quelqu'un qui coupe un gâteau d'anniversaire. Les sourcils de l'officier se sont levés. Eh bien, c'est clair. Comme de l'eau de roche, ai-je dit. Il a appelé un autre officier qui a regardé une fois et a hoché la tête. Ouais, on va ouvrir un dossier. Quelqu'un vous contactera bientôt. Le rapport a été classé sous vandalisme et méfaits criminels. J'ai signé les papiers, fourni mes coordonnées et je suis sorti. Pas d'émotion, pas de drame, juste la procédure. Le temps que je rentre chez moi, la voiture de Mark et Lisa était déjà garée de travers dans l'allée, comme s'il s'était précipité dès que Blake a réalisé que la police avait été prévenue. Il se tenait sur mon Porsche quand je suis arrivé. Lisa a commencé la première, d'une voix trop enjouée. Tyler, chérie, nous avons entendu dire que quelque chose était arrivé. Nous sommes venus aider. Mark a hoché la tête, essayant une expression calme qu'il ne maîtrisait pas, nous voulons arranger ça.
Les pneus ne sont pas donnés. Laisse-nous couvrir les frais. Je suis passé devant eux et j'ai déverrouillé la porte. Lisa s'est approchée de moi. On peut régler ça en famille, a ajouté Mark. Et Blake peut prendre le pick-up le week-end, juste le temps qu'il se stabilise. Comme ça, tout le monde y gagne. Et voilà. L'échange, les conditions, la fausse offre de paix. Ce n'était en réalité qu'une autre tentative d'obtenir ce qu'ils voulaient depuis le début. Je me suis tourné pour leur faire face. Vous n'achèterez pas des week-ends avec ma propriété. Ce jeu est terminé. Le sourire de Lisa s'est instantanément fissuré. Le visage de Mark s'est crispé. Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, Blake est apparu au coin de la maison. Il devait écouter depuis le début. Son expression a oscillé entre le choc et la fureur, réalisant que le plan avait échoué et que je ne pliais pas. Tu as appelé les flics, a-t-il lâché. Tu as lacéré mes pneus, ai-je dit. Tu pensais qu'il allait se passer quoi? Il s'est avancé, les mains tremblantes. Tu fais sérieusement ça pour un pick-up? Pour ma propriété vandalisée par un adulte qui devrait être plus responsable. Lisa s'est précipitée aux côtés de Blake comme s'il avait été poignardé. Il est contrarié. Il ne réfléchissait pas clairement. Mark a pointé un doigt vers moi. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Retire la plainte. On réglera ça en famille. Elle est déjà déposée, ai-je dit. Et elle le restera. La mâchoire de Blake s'est crispée. Ses yeux sont devenus vifs. Le numéro de la victime s'effondrait. Tu ruines ma vie. Non, ai-je dit. Tu ruines la tienne. Il m'a foudroyé du regard avec un mélange d'humiliation et de quelque chose proche de la panique. Il n'était pas habitué à ce que les conséquences frappent à sa porte. Ils n'ont pas dit au revoir en partant. Ils sont juste montés dans la voiture, ont claqué les portières et ont démarré en trombe comme des adolescents surpris en train de voler à l'étalage. 1 heure plus tard, les appels ont commencé. Blake d'abord, pleurant, divagant, suppliant, puis criant, insultant, menaçant, puis pleurant à nouveau. Je n'ai répondu à aucun. J'ai laissé la messagerie vocale se remplir. Quand le dernier appel est arrivé, j'ai décroché juste assez longtemps pour délivrer une phrase. Tu voulais mon attention. Félicitations. Tu as eu celle qui vient avec un numéro de dossier. Puis j'ai raccroché. Sur le chemin du retour du poste, j'ai appelé l'atelier qui équipe nos camions de chantier. Ils avaient un jeu de pneus correspondant en stock et me les ont mis de côté. Je suis passé avec la vieille bagnole, j'ai chargé les pneus et je suis rentré chez moi. Le soir même, j'avais remplacé les pneus un par un avec une clé dynamométrique et l'esprit tranquille. Après ça, je suis rentré et j'ai de nouveau amélioré les caméras. 2 angles de plus, une couverture plus serrée, infrarouge, sauvegardes automatiques sur le cloud et un disque externe. Quand le système a redémarré, j'ai parcouru les paramètres, vérifié chaque flux et cliqué sur sauvegarder. Puis j'ai bloqué leurs 3 numéros, Mark, Lisa et Blake. Appel, texto, tout. Disparu. Le lendemain matin, j'ai pris les documents et j'ai demandé une ordonnance de non-contact. Propre, simple, légale, finale. Le temps de rentrer chez moi et de sortir dans l'allée, l'air était calme. Le Silverado était sur des pneus neufs, des caméras pointées de tous les angles, les dommages du matin remplacés par la clarté. Je suis resté là un moment, non pas pour admirer quoi que ce soit, mais pour reconnaître quelque chose de simple. Ils n'ont pas perdu une bataille pour un pick-up. Ils ont perdu le droit d'intervenir dans ma vie, pour toujours. Et cette fois, ils l'ont compris. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires de meilleure qualité. Merci.